La grande histoire d'Île-de-France, deuxième partie. Après avoir découvert ensemble l'intérieur et les équipements de ce sublime navire, ainsi que le début de sa carrière et son service de guerre, intéressons-nous enfin à ce qui fera de lui le Saint-Bernard de l'Atlantique et ce qui lui confère une place toute particulière dans le cœur de ses contemporains. Alors, tout commence le 13 septembre 1950 lorsque le message de détresse du navire de pêche Teresa est capté par Île-de-France. Le petit bateau de pêche coule. Île-de-France change sa route pour lui porter assistance et recueillir son équipage. Et puis ça continue. En décembre 1951, à nouveau, il porte assistance au navire américain Chiswick. Puis à nouveau, le 30 mars 1953, il vient en aide à l'équipage du Henry Stevenson. Quelques mois plus tard, en septembre 1953, c'est un sauvetage un peu plus périlleux. Nous sommes presque au terme de notre traversée et, comme vous le voyez, la mer est déchaînée. Il y a des creux de 4 ou 5 mètres et ce vent, vous ne me surprendrez pas dehors. Avis aux passagers. Nous venons de recevoir un SOS de navire en détresse et nous allons nous porter à son secours. Notre navire va être obligé de manœuvrer. Nous recommandons aux passagers d'observer la plus grande prudence en se déplaçant. Le navire en détresse est le cargo libérien Greenville. Il était parti de Montréal à destination de Liverpool avec une importante cargaison de blé. Le vieux cargo est malmené dans la tempête à tel point que son gouvernail connaît une avarie. Il ne peut plus manœuvrer et se trouve à la merci de la mer et de ses creux impressionnants. Son chargement se déplace et il commence à prendre de la gîte, c'est-à-dire qu'il s'incline. La situation s'aggrave et son second commandant, en installant une antenne sur le mât, chute à la mer et est emporté par une lame. Comprenant que la situation lui échappe, le commandant envoie donc son message de détresse. Dérouter son navire pour porter assistance à un autre n'est pas une décision anodine. Les commandants sont tenus à un horaire. Au port, des dockers attendent l'arrivée des navires. Ces dockers sont payés à l'heure par la compagnie. Et si le navire est en retard, ils attendent, mais la compagnie les paye. De même, les passagers ont eux aussi des horaires à tenir. Si nous sommes à bord pour notre plaisir sans autre but que la fin de notre voyage dans l'histoire d'Île-de-France, certains auront des rendez-vous à honorer à l'arrivée, d'autres prendront un train à destination d'une autre ville et j'en passe. C'est comme lorsque vous prenez l'avion et que celui-ci est en retard. Ça nous agace et certains ne se privent pas d'envoyer un courrier à la compagnie pour faire part de son mécontentement. Et bien là, c'est pareil. De même, faire demi-tour à un paquebot, c'est aussi consommer encore plus de carburant. Pourtant, le commandant Garrigue déroute Île-de-France et, 12 heures plus tard, nous voici en vue du Greenville. Quel spectacle terrifiant que ce petit cargo ballotté par le creux des vagues. On a l'impression, vous ne trouvez pas, qu'il va disparaître sous une vague d'un moment à l'autre. Et ce vent, 135 km/h d'après le commandant Garrigue. Problème, le commandant du Greenville refuse d'abandonner son navire. Il veut être remorqué, mais c'est impossible. Son navire sombre et avec ses creux, la manœuvre n'est absolument pas réalisable. Vous savez, les commandants sont durs en négociation. C'est têtu un marin. Alors, on tourne autour, toute la matinée. Enfin, le signal est donné et des marins d'Île-de-France descendent dans les baleinières pour venir récupérer les marins du Greenville. Les pauvres fous, pour certains, se jettent à la mer au milieu des creux. En un mouvement, ils sont envoyés à plusieurs mètres de l'embarcation. C'est un cauchemar de les récupérer. Puis après, il faut pouvoir à nouveau se hisser à bord d'Île-de-France. Et avec les mouvements de la baleinière et du paquebot, je vous laisse imaginer l'épreuve qu'ont enduré ces hommes de mer. 24 membres d'équipage seront sauvés sur les 26. La nouvelle du naufrage affole la presse des deux côtés de l'Atlantique. Par radio, les journalistes demandent les détails du sauvetage. Arrivé à New York, c'est à nouveau une entrée triomphale sous les sirènes des bateaux qui attendent Île-de-France. À terre, des affiches de cinéma annoncent même déjà la diffusion des images du sauvetage. Ah oui, les nouvelles étaient diffusées en images dans les cinémas. Il n'y avait pas de journal télévisé puisque l'écran de télévision cathodique est seulement en cours de création. Il n'y a donc pas encore de télé dans les foyers. Île-de-France est en retard,
Mais glorieux. À son retour au Havre, le 3 octobre, l'équipage sera reçu par le secrétaire d'État de la marine marchande et le commandant Garrigue recevra la croix du mérite maritime et les 25 membres d'équipage impliqués dans le sauvetage, la médaille de sauvetage. Le président Auriol lui-même recevra l'équipage lors d'une réception à l'Élysée. La réputation, le succès et l'amour porté à Île-de-France n'est plus à prouver. Malgré tout, c'est un paquebot qui avance dans l'âge et bien qu'il ait subi une complète transformation, l'arrivée du paquebot américain United States sur la ligne, par exemple, met en évidence la vétusté du navire. Qu'importe, il reste d'un luxe impensable aujourd'hui et encore supérieur à celui de United States. Le commandement est transféré au très original Raoul de Baudéan, un commandant fort sympathique qui gravit petit à petit les échelons de la Transat en commandant des navires de plus en plus importants avant d'en arriver au grand paquebot. D'abord Liberté, puis Île-de-France. Nous voici à présent à bord d'Île-de-France le 25 juillet 1956. Nous avons quitté le port de New York le matin sous un très beau soleil et nous sommes rapidement passés devant ce que de Baudéan qualifie de grand yacht blanc, le transatlantique Stockholm. À bord, nous sommes un peu plus de 900 passagers, ce qui est excellent pour la saison. Île-de-France fait déjà les grandes lignes de la presse depuis 2 jours. À notre arrivée, hier, au port de New York, une passagère clandestine, trouvée à bord en première classe, avait attiré la presse et les curieux au pier 88, quai de la French Line à New York. C'est une jolie jeune femme, se nommant Sylvie, trouvée près des quartiers de l'équipage. Sa beauté avait attiré sur elle les regards de certains officiers désirant faire sa connaissance. Assez vite, il s'était rendu compte que son attitude était suspecte. Menant une rapide petite enquête, il s'était aperçu que son nom ne figurait pas à la liste des passagers. Après avoir été interrogée par le commandant de Baudéan, elle avait expliqué être montée à bord, au Havre, pendant la visite du paquebot qui avait eu lieu avant l'appareillage. Puis, elle s'était fondue aux autres passagers la journée, se nourrissant uniquement de biscuits et de thé servis par l'équipage aux différentes heures de la journée, et dormant la nuit sur un transat du pont. Si elle s'était embarquée dans ce périple, c'est parce que le père de son enfant était parti aux États-Unis et avait cessé de verser sa pension. Elle s'en allait donc à sa recherche. De Baudéan ne croit pas à son histoire et il est persuadé qu'elle a été aidée à bord. Il la ramène vers le Havre sans la placer en cellule. Il la garde juste sous sa surveillance et celle de ses officiers. Il reconnaît lui-même que s'il avait s'agi d'un homme, celui-ci aurait été placé en cellule sans plus de cérémonie et son histoire n'aurait pas attiré la presse à bord, ni même mené à une cagnotte si importante que la jeune femme peut à présent presque payer le prix d'un billet en classe touriste. En dehors de cet événement, à bord, c'est la routine d'un matin de départ. Le paquebot se faufile sur la sortie de l'Hudson entre les bateaux de pêche et de plaisance, manœuvrant entre eux à grands coups de sifflet. Malgré ce temps extra, le commandant de Baudéan sait qu'il rencontrera la brume vers Nantucket. À cette saison, les eaux chaudes du Gulf Stream et celles glacées des courants polaires se retrouvent brassées à cet endroit, créant un brouillard intense dans cette zone comme la surface d'une marmite sur le feu. Et dans cette situation, hors de question pour lui de quitter sa passerelle. Un commandant reste à la timonerie et tant pis pour son repos. Le paquebot avance. La nuit tombe petit à petit et le coup de fil tant attendu arrive à 22h. Je viens de mettre les machines sur attention. Nous sommes dans la brume, mon commandant. Arrivé sur la passerelle, de Baudéan n'y voit rien. Le brouillard est effectivement très épais. Voyez par vous-même, on ne voit pas la proue. La corne de brume lance son cri lugubre à intervalles réguliers. Les radars fonctionnent et les officiers plotent les points repérés dessus afin de déterminer la vitesse des navires autour d'eux. L'un est fixe, c'est le bateau-feu de Nantucket. Après quelques corrections de cap, Île-de-France avance à l'aveugle à bonne vitesse vers le Havre. Rien d'anormal. Comme je l'explique dans l'épisode consacré à Andrea Doria, le brouillard est courant et les dispositions prises sont les mêmes que vous prenez lorsque vous conduisez sous la pluie, sans stress. En marins consciencieux qu'ils sont, ils viennent souvent devant le radar. De Baudéan constate que 2 navires se trouvent très très proches sur la même route. Il dit en rigolant « Ils vont s'aborder ces 2-là ».
en ne songeant pas une seule seconde que ce serait le cas. Ils avaient encore tout le temps de modifier leur route et de réaliser un croisement réglementaire. S'ils le voyaient sur son radar, ils le voyaient aussi sur le leur. La perception et l'interprétation des données sont des notions bien suggestives, comme on le découvre avec l'histoire de Andrea Doria. Ainsi, je ne reviendrai pas en détail sur ce qui se déroule sur la passerelle du Doria et du Stockholm. Je vous laisse aller écouter les épisodes consacrés. De Baudéan s'installe dans son fauteuil et veille sur la passerelle. C'est monotone. Il boit du thé. Vers 23h30, soit environ 1 heure plus tard, il entend du bruit du côté de la salle radio, puis des pas précipités qui se dirigent sur la passerelle. L'opérateur radio entre et lui tend un message en disant simplement « Il y a eu un abordage ». Sur la feuille rose, De Baudéan lit « SOS de Andrea Doria, 0320 GMT, entrée en collision avec un autre navire, position 40.30 nord, 60.53 ouest ». Il est précisé en dessous, au crayon, que l'autre navire est le Stockholm. D'autres messages sont interceptés, précisant que d'autres navires se déroutent vers les lieux du sinistre et que le Doria cherche à évacuer 1500 passagers, que seuls ses canaux de tribord sont utilisables, mais sans préciser qu'ils coulent. Le Cap Anne se déroule sur les lieux. C'est un cargo disposant de 2 canaux de sauvetage, ainsi que le Private Thomas, un navire militaire guère plus équipé en embarcation. Quant au Stockholm, sérieusement endommagé, il ne souhaite pas mettre ses canaux à l'eau pour aider Doria tant qu'il ne sait pas lui-même s'il va couler ou non. À nouveau, la question se pose pour le commandant de Baudéan de savoir s'il doit faire demi-tour à son paquebot ou non. Comme dit précédemment, ce n'est pas sans conséquence ni pour les passagers ni pour la compagnie. Pourtant, il n'hésite pas longtemps face au manque évident de canaux sur les lieux. De plus, le Doria ne répond plus. 10 à gauche, venez au 275. Île-de-France entame son demi-tour. Appelez-moi le second officier de sécurité. Disposez 11 canaux, dont au moins une vedette motorisée. Armez-les avec des dispositifs sans déranger le service courant. J'essaierai d'aller tout près. N'amenez évidemment que sur mes ordres. Prévenez au moins ceux des passagers encore debout et aussi le directeur. Dites-lui qu'il sera le bienvenu sur la passerelle. Tout le petit monde se met en branle à bord pour préparer l'arrivée des naufragés du Doria. Les fourneaux sont rallumés, le médecin prépare son infirmerie et l'hôpital de bord et on amène des couvertures aux portes de coupée. Île-de-France fonce dans le brouillard. De Baudéan surveille son radar. Rien autour d'eux, c'est une chance. Ils fument cigarette sur cigarette. Le danger de surcollision est grand. Et dans ce brouillard, comment arriveront-ils à identifier le Doria parmi les autres navires sur place ? Ne vont-ils pas percuter les malheureux se débattant dans l'eau ? Il prie pour que ceux-ci ne se noient pas avant qu'il arrive. L'air de rien, c'est un bon remue-ménage qui parcourt les coursives endormies d'Île-de-France. « On danse tard sur votre paquebot, l'ami !» lance une passagère à un steward en ouvrant sa porte sur son passage. Enfin, vers 1h30 du matin, « Le voilà, mon commandant, sur le radar !» 4 taches se dessinent sur l'écran face à nous. Il faut à présent manœuvrer avec prudence et essayer de trouver le Doria. De Baudéan prie. En homme de foi, il prie pour ne pas écraser les naufragés dans l'eau. Il prie pour trouver rapidement le palace italien en mauvaise posture. Il prie pour ne pas éperonner un autre navire. Diminuez la vitesse de moitié. Île-de-France, qui filait encore à 22 nœuds, descend progressivement vers 10, 11 nœuds. Ça s'éclaircit, mon commandant! Tel un miracle, la brume devant eux se dissipe, laissant enfin entrevoir le Cap Anne qui braque son projecteur sur Île-de-France. « Faites allumer toutes les lumières, il faut qu'ils nous voient !» Même le nom Île-de-France est allumé. Petit à petit, devant nous, nous découvrons le sinistre. Andrea Doria est là, tout illuminé. Le commandant Calamaille avait fait allumer absolument toutes les lumières de tous les ponts pour être le plus visible possible. Le paquebot est incliné de plus de 20 degrés sur son flanc tribord. Il doit être presque impossible d'y tenir debout. Le commandant de Baudéan manœuvre pour venir au plus près du Doria et se place en parallèle à lui à environ 400 mètres afin d'abriter du vent les embarcations qui feront les allers-retours. Nous sommes en pleine mer, je vous le rappelle, pas dans une piscine. Pendant la manœuvre d'approche, nous sommes sur le pont extérieur et nous pouvons entendre les plaintes et les pleurs des naufragés encore à bord du Doria.
Certains font comme ils peuvent pour descendre le long des filins à bagages et des garants pour s'installer dans les canots de sauvetage. D'autres, moins habiles, sans doute se jettent à l'eau. Quel spectacle terrible. Sous la passerelle, on peut y voir la plaie colossale causée par la proue du Stockholm. On voit qu'elle descend nettement sous la ligne de flottaison. Le destin funeste du Doria, avec cette vue, laisse peu de place au doute. Pourtant, qu'il est beau. Enfin, les canots descendent et les cris des naufragés s'estompent petit à petit, sûrement soulagés de voir l'immense silhouette salvatrice d'Île-de-France. À présent, l'évacuation chaotique d'Andrea Doria devient nettement plus organisée et efficace. Presque tous les naufragés sont amenés à bord d'Île-de-France. Ils sont nus pour certains ou en tenue de nuit. Pieds nus pour beaucoup, en pantoufles pour d'autres. Ils pleurent, de soulagement, de tristesse, de fatigue. Les blessés sont immédiatement amenés vers l'infirmerie ou l'hôpital. Les autres valides sont conduits avec une couverture vers les salons ou les transats. Des passagers d'Île-de-France laissent leurs cabines et leurs couchettes aux naufragés les plus vulnérables, les familles avec enfants ou les personnes âgées, épuisées par cette évacuation hors du commun. Un message de Stockholm arrive au commandant. Il sait que notre destination sera ensuite New York pour débarquer les naufragés. Il souhaite que nous fassions route ensemble à vitesse réduite. De Baudéan comprend la situation délicate et aimerait aider le commandant Nordenson. Mais après s'être entretenu avec le médecin sur la gravité de certaines blessures et le besoin de les amener rapidement vers un hôpital, plus le fait que notre escale devra être la plus courte possible afin de ne pas avoir plus d'1 jour de retard au Havre, le commandant se voit contraint de donner une réponse négative au commandant du Stockholm. D'autres navires pourront le faire. Le jour se lève. Il semble que tous les passagers aient été évacués. Le sublime Andrea Doria est toujours là, à flot. Au hublot de notre Île-de-France, les visages des passagers apparaissent afin de contempler ce triste spectacle qu'on ne voit pas tous les jours. D'autant que certains viennent de se réveiller. Ils ne doivent pas du tout comprendre ce qu'ils sont en train d'observer. De Baudéan, pendant quelques instants, hésite à prendre le Doria en remorque. Le navire italien semble s'accrocher à la vie, malgré sa blessure mortelle et une gîte importante. Il ne coule pas aussi vite qu'il le devrait. Pourtant, émotion mise de côté, c'est une évidence. Commandant Calamaille, avez-vous encore passagers à bord ? Abandonnez-vous le navire ou restez-vous sur place ? Pouvons-nous partir ? Calamaille remercie l'Île-de-France et indique qu'il reste sur place en attente des remorqueurs et que notre aide n'est plus nécessaire. Le palace italien est entièrement désert en dehors de son commandant et de ses officiers. Plus loin, on aperçoit à présent le Stockholm horriblement défiguré. Il paraît presque improbable qu'il soit encore à flot. Sa proue est inexistante. Sur ces tôles, déformées, déchirées, qui formaient quelques heures avant la proue du navire, on devine quelques formes plus claires. Certains se demandent si ce ne serait pas des corps. Par pudeur, De Baudéan ne s'approche pas du Stockholm. Mieux vaut éviter ce spectacle macabre et ce voyeurisme qui n'a nullement sa place. Le commandant tourne autour du Doria en faisant résonner son sifflet en salut à son homologue italien qui vit ses dernières heures. Nous sommes massés sur les ponts extérieurs d'Île-de-France et les yeux sont humides parmi les plus de 700 rescapés autour de nous. La fin brutale de cette parenthèse enchantée de leur semaine en mer dans le luxe et l'opulence, l'agonie déchirante de ce symbole national et les corps inanimés de ces êtres chers qu'elle emporte avec elle, combien ont péri ? Pour le moment, on ne le sait pas, mais on pleure. Difficile de ne pas être ému. À bord, les rescapés se dispersent sur le navire, si bien qu'il est difficile de procéder à un recensement et de noter les informations les concernant, car à présent, par radio, on demande de communiquer les noms des passagers du Doria recueillis par Île-de-France. Une femme de 84 ans, rescapée du Doria, refuse de prendre une cabine. Elle n'est pas blessée et comme elle parle couramment italien, anglais et un peu le français, elle passe le reste des heures à faire la traductrice avec le personnel de bord chargé du recensement. Messieurs, nous devrions atteindre New York vers midi. Je ne ferai qu'un bref arrêt pour déposer les naufragés et les passagers qui souhaiteront débarquer pour prendre l'avion. Avez-vous tout votre bon sens, commandant ?
Ici commencent à se masser Croix-Rouge, familles de victimes, presse, médias, caméras et foule de personnes qui n'attendent qu'une chose, l'arrivée de votre paquebot. Et le téléphone commence à sonner sans répit. On peut ici établir des liaisons téléphoniques avec la Terre. Les journalistes veulent tout savoir. De Baudéan ne réalise pas pleinement les conséquences de l'événement. Il décide de prendre une pause de la passerelle et erre dans son navire et sur ses ponts pour prendre l'air. Sur son chemin, des mains se tendent, le remercient et le félicitent dans toutes les langues avec énormément d'émotion. Il croise le maire de Philadelphia et son épouse, le couple Dilworth. Il se rend à l'infirmerie, puis à l'hôpital où le médecin lui tient compte des blessés. Il y rencontre, entre autres, Madame Chian Farah, dont je ne pourrais vous dire le nombre de fractures. Le visage tuméfié, déformé, elle dit au commandant avoir tout perdu, son époux et ses 2 filles. Elle ne sait pas encore que sa petite Linda a été projetée sur l'étrave du Stockholm et qu'en dehors d'un bras cassé, elle est saine et sauve. Dans un salon, il croise M. Peterson. Enveloppé dans une couverture, il a passé sa nuit à tenter de sortir sa femme de sous les décombres de leur cabine. Lorsqu'il y est parvenu, elle s'était éteinte dans ses bras. En approche de New York, un message radio leur fait savoir que Andrea Doria a finalement coulé. Il est midi à bord. Après avoir passé le bateau-phare d'Ambrose qui marque l'arrivée à New York, le pavillon français est hissé au mât sous une levée d'applaudissements. C'est un défilé de navires de pêche, cargos, plaisanciers et autres bateaux de différents tonnages qui attendent Île-de-France sur son passage. Les sifflets ne cessent de retentir et Île-de-France leur répond. C'est comme si Île-de-France vivait pour la 3e fois son voyage inaugural. Il se place au pier 88 et sur les toits du quai, on peut voir des caméras filmant la scène. À présent, le commandant se prête au jeu et reçoit à bord des journalistes à qui il fait le récit de cette longue nuit, mais aussi le représentant de l'Italian Line, abattu, qui vient les remercier chaleureusement d'être venus à leur secours. Contrairement à ce qu'il espérait, la pause n'aura pas été de courte durée, mais qu'importe. C'est le plus beau sauvetage en mer, le plus médiatisé, et quel coup de projecteur pour la Transat et Île-de-France. De Baudéan sait qu'il ne peut pas se défiler comme ça, et qu'il est de son devoir de faire honneur à la compagnie. En fin de journée, Île-de-France s'éloigne à nouveau du pier 88 après avoir rempli ses cuves de carburant. De Baudéan peut encore rentrer à temps avant la prochaine rotation d'Île-de-France qui devait initialement rester au Havre pendant 2 jours et ainsi ne pas perturber le planning. 4 passagers ont décidé de ne pas être du voyage. 2 avaient des impératifs et sont partis prendre l'avion. Un autre couple, plus âgé, dut être effrayé par le naufrage et ont préféré rentrer à leur appartement new-yorkais. Fini l'aventure d'un voyage en mer. Et oui, le risque zéro n'existe pas. Par chance, lors de notre retour, on ne rencontrera pas la brume ou le mauvais temps et Île-de-France, du haut de son grand âge, pourra faire sa route à l'allure habituelle et dans le meilleur des conforts. Il arrivera effectivement au Havre avec 1 journée de retard. Mais ce n'est pas terminé. À peine un mois plus tard, le 16 août, il vient à nouveau à l'aide du navire grec Mpampa Christos. Le message, capté par la radio, demande l'aide d'un médecin à bord pour soigner un membre d'équipage gravement malade. Une nouvelle fois, Île-de-France se déroute. La mer est mauvaise, mais arrivé sur place, on parvient à mettre à l'eau une chaloupe et le médecin est conduit à bord. Arrivé auprès du malheureux, le médecin ne peut que constater son décès. Le marin grec s'était en fait ouvert les veines. L'affaire ne s'arrête pas là. Les Grecs refusent de ramener le docteur, prétextant que la mer est à présent trop creusée. C'est à nouveau les marins de l'Île-de-France qui font la navette. On continue dans les sauvetages ? Allez. Le 13 juillet 1958, le paquebot suédois Kungsholm a besoin d'oxygène pour sauver la vie d'un de ses passagers. Il s'avère que Île-de-France en a. On convient donc d'un point de rendez-vous et le transbordement de l'oxygène fut effectué. 13 jours plus tard, le 26 juillet 1958, à bord du cargo hollandais Soesdijk, le marin Willem van Eck est réveillé en pleine nuit par une violente douleur au ventre. L'homme, qui sert de médecin de bord, diagnostique rapidement une appendicite aiguë.
Le cargo, avec sa faible vitesse, est à plus de 6 jours du port le plus proche. Via radio, il réclame alors l'assistance rapide d'un navire ayant un médecin à bord capable de réaliser l'opération. Évidemment, Île-de-France, à quelques heures, lui répond favorablement à sa requête et les deux navires font alors route l'un vers l'autre. J'insiste une nouvelle fois, dérouter un liner coûte des millions pour la compagnie. Des millions, sans oublier que le vieux Île-de-France consomme 1 tonne de mazout par heure. Pour autant, les marins au milieu de l'océan font preuve d'une entraide qui ne se soucie guère des coûts et la compagnie n'ira jamais contre la volonté du commandant de venir porter assistance à un autre navire. À bord d'Île-de-France, parmi les passagers se trouve le docteur Cotting, un chirurgien renommé de Boston. Le médecin de bord, docteur Delafont, pourrait pratiquer cette opération, mais on se dit que, puisqu'il y a un chirurgien spécialiste à bord, pourquoi ne pas en profiter ? Cotting accepte sans sourciller. Il fait connaissance avec Delafont et les infirmières qui l'assisteront dans quelques heures. Puis, il part enfiler son smoking pour le dîner du soir. Ayant terminé son repas, il sort sur le pont pour une promenade digestive. Île-de-France s'arrête et les passagers remarquent qu'ils sont à côté d'un cargo. Une chaloupe en descend avec un homme sur une civière. Cotting s'excuse alors auprès de sa compagnie et prend le chemin de l'hôpital de bord. Il enfile sa blouse par-dessus son smoking et met son masque. L'appendice de Van Eck est sur le point de rompre. L'Île-de-France est arrivée in extremis. Les hommes ne sont rien au milieu de l'immensité de l'océan. Si l'appendice avait éclaté, Van Eck serait mort au milieu de cette étendue sans que ses camarades sur Sosdick ne puissent faire quoi que ce soit pour soulager sa douleur. Mais voilà. 1 heure après son arrivée sur Île-de-France, Van Eck était tiré d'affaire et se reposait paisiblement dans un lit d'hôpital d'un vieux transatlantique qui reprenait sa course vers New York. Cotting fut célébré en héros à bord d'Île-de-France, lui qui était plutôt modeste et discret, ne comprit pas trop toute cette attention soudaine. Sur cette traversée, l'acteur Randolph Scott était à bord. Il fut à l'origine d'une cagnotte organisée pour Van Eck. Ce dernier fut extrêmement touché et surpris de cet élan de solidarité pour lui porter secours et de la générosité des passagers. Longtemps après avoir été débarqué à l'arrivée du paquebot, il continua d'appeler Cotting et de prendre de ses nouvelles chaque fois que son cargo accostait à New York. À peine quelques jours plus tard, le 5 août, le Andros Laurel cargo libérien réclame via radio une aide immédiate pour un de ses marins qui se meurt d'une grave crise d'asthme. Une fois de plus, Île-de-France, pas très loin, fonce à pleine vapeur et fait passer le marin en mauvaise posture à son bord pour le prendre en soin immédiatement dans l'hôpital. Quelques jours après, à l'arrivée du paquebot, c'est un marin sur ses 2 pieds qui débarque au port sans aide. Voilà. Ainsi s'achève sa carrière de Saint-Bernard-des-Mers. Par ses beaux sauvetages dont on parle encore près de 70 ans plus tard, celui d'Andrea Doria étant le plus cité et surtout le plus médiatisé. En 1957, Raoul de Baudéan fut retiré du commandement d'Île-de-France. 1 an plus tard, il prenait sa retraite, publia ses mémoires pour occuper ses premiers mois de jeune retraité, puis il partit s'installer en Touraine. Il nous quitte en 1992, à l'âge de 89 ans. Et Sylvie, la passagère clandestine ? Ah oui, Sylvie. Eh bien, comme je vous le disais, de Baudéan ne croyait pas un seul instant qu'elle n'avait pas eu de l'aide à bord. Sachez que la Transat avait son détective privé, sa propre police. Il s'appelait le Thomas. L'affaire lui fut confiée. C'était un homme qui prenait son travail très à cœur. Il découvrit que Sylvie avait envoyé une lettre depuis le bateau qui avait été posté à Southampton, juste après le départ. Obtenir un timbre anglais à bord rapidement relève d'un véritable jeu de piste que seuls les passagers habitués et habiles parviennent à faire puisqu'il faut s'adresser au bibliothécaire et il n'est pas facile à trouver à bord. Alors, le Thomas interrogea Sylvie et elle finit par lui avouer que c'était un garçon du restaurant de première classe
qu'il avait aidé et caché dans sa propre cabine. Ce jeune homme, Armand, remplaçait exceptionnellement son collègue, garçon du commandant. Ce titre donnait droit à une petite cabine individuelle située à l'écart, sur le pont des embarcations. Idéal pour cacher quelqu'un donc. Ne pouvant s'acquitter du prix du voyage, Sylvie sera condamnée à 1 mois de prison. Qu'est-elle devenue ensuite ? Je ne sais pas. Pour Île-de-France, la fin de carrière est un peu plus morose. En 1957, alors qu'il est en croisière dans les Caraïbes, il s'échoue sur un fond rocheux en baie de Fort-de-France. La quille et la coque ne sont que légèrement endommagées, mais les hélices et le gouvernail ont subi des dégâts nécessitant des réparations. Cette même année commence la mise en chantier de France, le célèbre et regretté France qui deviendra Norway. Les plans de France mettent en évidence la vétusté d'Île-de-France, en même temps qu'il devient de moins en moins rentable. La clientèle se raréfie et son coût d'exploitation est élevé en raison de sa consommation de carburant. Alors, on annonce qu'il quittera prochainement la flotte de la Transat. Le 17 novembre 1958, il revient de son dernier voyage de New York. Plus jamais il ne passera devant la Statue de la Liberté. Plus jamais il n'embarquera de passagers au sein de son immense coque. Il est amarré à quai et désarmé. Fini la belle carrière d'Île-de-France. Y a-t-il d'ailleurs eu une plus belle carrière que la sienne ? Bien. Avez-vous rassemblé toutes vos affaires ? Venez, il est temps de débarquer. Mieux vaut ne pas rester à bord pour la suite. Elle est bien moins glorieuse, mais je vais vous la raconter. Île-de-France est en vente et le 11 décembre 1958, il devient la propriété de Yamamoto & Co. C'est un chantier japonais de déconstruction navale. Il part à la casse, oui. L'heure n'est pas encore venue pour la transformation en hôtel flottant. Île-de-France n'est qu'un joli tas de ferraille, vétuste. Son nouveau propriétaire le renomme Furanzu Maru. Sur sa poupe, on efface le nom Île-de-France et on peint ces étranges lettres japonaises. Puis, le 26 février 1959, il quitte pour la toute dernière fois le port du Havre. Lorsqu'il arrive à Osaka, en avril 59, une cérémonie est organisée pour rendre un dernier hommage au navire pour tous les hauts faits honorables et glorieux qu'il a accomplis pendant sa longue carrière. Un banquet est organisé à bord pour la dernière fois dans la salle à manger de première classe, en présence des diplomates français, américains, anglais, japonais et de quelques personnalités du monde de la marine. Un prêtre shinto est présent également afin de purifier l'âme du navire et le préparer à comparaître devant les dieux. Environ 1000 personnes ont assisté à ce dernier repas à bord. Tous ont écouté les discours retraçant la vie de l'Île-de-France. Même son dernier capitaine japonais s'est exprimé. Puis, tous sont descendus en même temps que son âme quittait le bord selon les croyances japonaises. Et Île-de-France, ou plutôt Furanzu Maru, est devenu silencieux. C'était une belle fin, honorable. Adieu Île-de-France, et merci. Merci pour ces belles années de service. Merci d'avoir transporté notre savoir-vivre, notre gastronomie et un peu de notre culture à travers l'Atlantique. Merci d'avoir réuni des amants. Merci d'avoir bâti ce sublime pont entre nos continents. Merci d'y avoir fait se côtoyer Monsieur et Madame Tout-le-Monde avec les autres grands de ce monde. Ernest Hemingway, Marlène Dietrich, Amelia Earhart, célèbre aviatrice américaine disparue en vol en 1937. Le président français Vincent Auriol, Charles Trenet qui n'aimait pas ce paquebot, Harry Truman, 33e président des États-Unis qui saluait absolument tout le monde à bord, le prince Albert de Belgique qui descendait dîner en classe touriste où on l'y avait invité, ou encore Duke Ellington et Tino Rossi pour ne citer qu'eux. Merci pour les fêtes, le champagne, l'ivresse et l'insouciance. Merci pour tous ces moments de vie, les naissances mais aussi les décès à bord. Ceux qui ont travaillé et vécu dans tes coursives pour qui tu étais leur maison.
Merci pour ton effort de guerre poussé dans tes retranchements sans jamais faillir. Merci pour toutes ces vies sauvées et ce beau souvenir que tu laisses dans le cœur de tes passagers ou de ceux qui t'ont admiré, aimé ou même rêvé pendant 30 ans de loyaux services, dont les larmes coulent dans ton sillage qui s'éloigne de nos belles côtes. Ainsi aurais-je pu terminer mon épisode. Mais c'est une fin beaucoup moins tranquille et bien plus spectaculaire que la torche des ouvriers qui attend finalement notre paquebot en mer du Japon. En outre-Atlantique, la Metro-Goldwyn-Mayer met en production son prochain film sensationnel nommé The Last Voyage. Panique à bord en français. Le scénario est le suivant. Le Claridon est un paquebot luxueux qui effectue son dernier trajet dans l'océan Pacifique. Mais une explosion venant d'une chaufferie détruit la salle des machines et plusieurs cabines. Cliff Henderson doit sauver sa femme et sa fille piégées dans une cabine. Mais à la suite d'un problème, l'eau s'engouffre de toutes parts. Vous l'aurez compris, la Metro-Goldwyn-Mayer va louer le Furanzu-Maru pour lui faire endosser le rôle du SS Claridon. Dans le film, on assiste alors au début à quelques belles scènes où on découvre l'intérieur qui est resté celui d'Île-de-France, à l'exception de quelques œuvres dont une grande toile dans la descente de salle à manger ou une scène de campagne dans le salon. Le bas-relief Île-de-France du mur de la salle à manger est lui encore bien visible et identifiable. Idem pour les cabines, le théâtre, l'escalier principal et la quasi-totalité des espaces communs en fait. On voit même les passagers s'extasier du luxe de ces aménagements. 30 ans plus tard, ils ne laissent toujours pas indifférents. Puis vient le moment de la destruction. Et là, eh bien, c'est un film américain, mes amis. L'intérieur est détruit à grands coups d'explosifs dans les cabines et espaces communs. Tout y passe. Même le piano à queue vient s'écraser quelques ponts plus bas, car oui, on éventre ces ponts à l'intérieur. Puis, on coule partiellement le navire. La salle à manger est alors inondée. On explose le verre de ses sabords pour que l'eau s'y engouffre à grand flot. Des brèches sont ouvertes dans sa coque et c'est plus de 7000 tonnes d'eau qui inondent le navire. On assiste même à une scène risible tellement elle est mal faite. La chute de la cheminée avant qui a été grossièrement coupée et bascule de manière invraisemblable pour venir s'écraser sur la timonerie. La French Line est furieuse, elle tente de faire bloquer la location de leur ancien joyau, mais ils n'y parviennent pas. Évidemment, il est loué aux Japonais pour $4000 la journée. En 59, c'est une très belle somme. La Metro-Goldwyn-Mayer leur promet de ne pas utiliser le nom d'Île-de-France pour la promotion. Malgré tout, ça ne trompe personne, le navire est parfaitement reconnaissable. On ne parle pas d'un quelconque ferry ou d'un petit cabin ship, mais du prestigieux et très aimé Île-de-France, qui 4 ans auparavant faisait encore les gros titres de la presse américaine. Espérons que son âme avait bien quitté sa coque lors de la cérémonie Shinto du 11 avril 59. L'affaire fait grand bruit et une levée de boucliers a lieu en France où on s'insurge contre cette fin honteuse et indigne du prestige et de la carrière de ce vétéran de l'océan, saccagé à grands coups d'explosifs et coulé pour le sensationnalisme d'un film américain. Au Japon, on renfloue ce qu'il reste du Furanzu-Maru, une fois le tournage terminé. Puis, les torches des ferrailleurs viennent enfin achever l'ancien palace français tant aimé. Le film ne rencontre pas un grand succès, mais on acclame ses effets spéciaux et son décor spectaculaire, puisque le décor est bien un vrai navire. Évidemment, l'aubaine était trop tentante. On veut réaliser un film avec un navire qui coule au moment où Île-de-France est vendue pour la casse. Bref, dès 1961, il ne restait plus rien d'Île-de-France. Aujourd'hui, vous pouvez trouver certains éléments de son mobilier dans quelques musées maritimes, et des expositions sont souvent organisées en l'honneur de ce paquebot, parfois un peu éclipsé par ses grands frères, Normandie et France. Mais dans le cœur des passionnés, il garde une place bien plus importante au regard de l'empreinte qu'il a laissée dans le monde maritime. Mon récit est à présent terminé.
Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez bien sûr m'écrire à l'adresse mail lecimetièredeLocéan@gmail.com. Je suis Julien Maroyot, j'ai écrit, réalisé et monté cet épisode moi-même, et je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit sur un paquebot, sur un naufrage, ou bien les deux.